Je vote pour la science avec Isabelle Burgon. Bonjour à vous, j'espère que vous vous portez bien. La pandémie de Covid se poursuit avec plus de 4400 nouveaux cas et en date du 19 au 25 novembre dernier et 1600 hospitalisations. Les experts recommandent d'aller chercher une dose de rappel de vaccin. La saison grippale aussi est commencée, mais la couverture vaccinale contre la grippe reste encore faible au Québec, avec 1 adulte sur 3. Donc cette hésitation vaccinale s'explique souvent par un manque d'information, mais aussi la faible perception de la gravité des infections. À l'année longue, cette hésitation face au vaccin relève plus des parents. Ils ont parfois des craintes sur la sécurité face à ce geste important de santé publique et de santé tout court pour leurs enfants. Les parents sont anxieux et sont particulièrement vulnérables face à la désinformation des réseaux sociaux sur les vaccins. Mais peuvent-ils s'y retrouver alors que des professionnels de la santé souvent ne trouvent pas le temps de répondre à toutes leurs interrogations? Alors, comment mettre les vaccins à l'agenda des parents? Ne bougez pas, nous en parlons tout de suite. Aujourd'hui, à Je vote pour la science, nous voulions reparler de vaccination. C'est l'époque de la grippe et de son vaccin et de repenser à aller chercher aussi une dose contre la Covid. Tout au long de l'année, ce sont plutôt les parents qui s'inquiètent et s'informent sur la vaccination de leurs enfants. Comment faciliter les choses du côté des parents tout en les confortant dans leur décision de faire vacciner la grande ou le petit dernier? J'en parle aujourd'hui avec le professeur Hélène Trottier, qui est épidémiologiste et professeure titulaire au département de médecine sociale et préventive de l'Université de Montréal et chercheuse au CHU de Sainte-Justine aussi. Bonjour. Bonjour. On est aussi en compagnie du docteur Arnaud Gagneur, qui est pédiatre et chercheur à la faculté de médecine de l'Université de Sherbrooke, à l'origine d'un projet inédit en vaccination, la stratégie Promovac, de l'information individualisée pour les nouveaux parents. On va en parler. Bonjour. Bonjour Isabelle. Les médias, avec l'hiver venu, nous reparlent d'aller chercher notre dose de vaccin pour la grippe et les nouveaux variants de la COVID-19 nous incitent aussi à nous refaire vacciner contre la COVID. Nous avons parlé de l'hésitation vaccinale en temps de pandémie. Je vous invite à réécouter notre émission sur le sujet. Aujourd'hui, nous voulions faire une émission plus particulièrement pour les parents qui ont des questions sur les vaccins. Face à l'anxiété et la désinformation, nous voulons les informer, mais aussi les rassurer, car ils sont encore beaucoup à hésiter ou à retarder le moment d'aller faire vacciner leur tout petit. L'hésitation vaccinale touche près d'un parent sur 4, voire même 3, dépendamment du vaccin. Pourquoi les parents hésitent-ils à faire vacciner leurs enfants, le docteur Gagneur? Les raisons sont multiples, mais je pense qu'il y a vraiment beaucoup d'anxiété maintenant, beaucoup de peur, de crainte. On vit dans un monde où on est un peu victime d'un flot d'informations qui se déverse comme ça. Et dans ce flot d'informations, malheureusement, il y a un flot de désinformation aussi. Et ce qui fait que les parents sont soumis vraiment à beaucoup d'informations contradictoires. Ce qui, je pense, génère beaucoup d'anxiété. C'est un petit peu l'expérience que j'ai quand je discute avec les parents. Et puis les parents sentent un manque de connaissances sur les vaccins, puis ils savent pas trop où aller chercher ces informations. Et donc, quand on est un peu perdu, des fois, on est dans le statu quo, on bouge pas, on fait rien. Et donc, il y a beaucoup de parents qui retardent la vaccination de leur enfant pour toutes ces raisons-là. Et on parle souvent d'un manque de littératie scientifique, mais il y a aussi beaucoup de parents qui sont avec des diplômes qui hésitent. N'est-ce pas? Oui, effectivement. Et c'est là qu'intervient vraiment le rôle de cette désinformation maintenant avec la pullulation, entre guillemets, des réseaux sociaux. On a vraiment accès à toutes sortes d'informations. Il y a beaucoup d'informations qui semblent des informations scientifiques valables, qui n'en sont pas, malheureusement, ce qu'on appelle la pseudoscience. Et beaucoup de monde peut être un peu victime de ces informations, ces désinformations. Puis également,
il y a également des experts qui émettent des avis contradictoires. Et donc, quand on est comme ça dans des batailles d'experts sur des sujets bien précis, c'est un peu difficile de s'y retrouver. Puis ça sème un peu la confusion. Et donc, même avec un haut niveau d'éducation, on peut être également perdu et pas trop savoir ce qu'on doit faire par rapport à la vaccination de ses enfants. Oui, c'est une époque de confusion. Professeur Trottier, quel a été l'impact de la pandémie sur les programmes de vaccination à destination des enfants? Il y en a eu quand même beaucoup. On a un programme de vaccination de routine chez les enfants. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont été interrompues. Donc, c'est sûr que ça a eu un impact important, entre autres, le délai, en fait, dans la vaccination VPH dans les écoles, l'hépatite. Donc, il y a des cohortes où on a carrément annulé les programmes de vaccination de routine pour pouvoir mettre les effectifs des infirmières, entre autres, sur le terrain pour la COVID, plutôt dans les programmes de vaccination contre la COVID. Donc, c'est sûr que ça a eu des impacts sur la vaccination de routine de base chez les enfants, chez les jeunes. Oui, ça a repris. Est-ce que la vaccination a recommencé? Oui, c'est supposé être repris de cette année, mais ces cohortes-là, donc on parle de tout dépendamment des provinces, en fait, là, parce que les programmes de vaccination dépendent, en fait, relèvent de chacune des provinces, mais donc ces cohortes-là qui n'ont pas été vaccinées en 4e année, entre autres l'année passée, donc l'autre année d'avant, en fait, là, dans les dernières années, donc vont reprendre la vaccination au cours là, du secondaire 3, donc comme un catch-up, même s'ils avaient eu une première dose, les premiers au moment de l'arrêt de la pandémie, mais donc c'est tout à reprendre, mais oui, ça reprend tranquillement, ce qui va beaucoup mieux, en fait, pour les parents, là, c'est sûr, plutôt que de les amener eux-mêmes se faire la vaccination, là, c'est toujours à favoriser dans des programmes là, plus structurés comme ça pour recevoir les doses. Hein. Mm-hmm. Professeur Trottier, je vais rester avec vous. Selon vous, quels sont les plus grands obstacles à la vaccination quand on parle des parents et de leurs enfants? Il y a la désinformation, comme on a déjà parlé précédemment. On est tellement enseveli d'informations avec les réseaux sociaux, puis je dirais même principalement de la mauvaise information. Donc, c'est très difficile de s'y retrouver. Donc, il y a une hésitation vaccinale, c'est certain. Puis, on peut le voir aussi par certains vaccins. Moi, je suis une grande spécialiste là, du VPH. Du virus du papillome humain. Oui. Exactement, donc virus du papillome humain, donc qui est un des derniers vaccins qui a été introduit dans les programmes de vaccination là, pour nos jeunes. C'est un vaccin pour lequel on vaccine en fait pour une maladie transmissible sexuellement. Il y a eu beaucoup de réticences, donc c'est aussi un vaccin qu'on administre pour protéger quelque chose qui va arriver dans très 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 longtemps. On a entendu plein d'arguments que ça va favoriser la promiscuité puisque c'est une MTS. Donc, il y a eu plein de choses comme ça donc qui ont beaucoup contribué à l'hésitation vaccinale. Puis tu sais, moi, je suis un chercheur. J'ai aucun conflit d'intérêt. J'étudie le VPH depuis 25 ans. Comme expert, je crois pas qu'on prend les décisions d'introduire des vaccins dans les programmes de vaccination pour nos jeunes à la légère. Tu sais, c'est pas des virus qui sont bénignes. Ça a un fardeau qui est extrêmement important. Et pas juste un cancer du col, entre autres, là, pour le virus du papillome humain. C'est associé à 30% des cancers de la tête et du cou. C'est associé à plein d'autres outcomes. Et puis plus récemment, on est même en train de l'associer avec des outcomes de grossesse, des issues de grossesse, entre autres, l'accouchement préterme. Donc, il y a plein de raisons. Et c'est, je dois dire, assez fantastique, là, la vaccination pour le VPH. Écoutez, je suis en train de vous dire qu'on va vous protéger contre le cancer. C'est rare, les développements d'outils comme ceux-là, qu'on peut avoir un impact colossal là, sur des issues de santé. Donc, ça a plein d'avantages. Puis pour moi, qui est à Sainte-Justine et qui voit la sévérité, en fait, du VPH, entre autres, ça peut causer de la papillomatose laryngée chez des enfants, qui est très rare, mais qui est une condition très morbide. Là, ça fait faire des papillomatoses au niveau de la gorge. Donc, il y a plein de raisons derrière pour vacciner. Donc, mais il y a plein de choses qui expliquent l'hésitation vaccinale. Mais il y a plein de choses. Moi, j'ai plein d'arguments pour vous dire. On le fait pas. On prend pas des décisions d'introduire des vaccins comme ça. C'est qu'on pense qu'il y a vraiment grand bénéfice à les introduire dans nos programmes de vaccination. Oui. Docteur Gagneur, il y a plein de bénéfices. On a parlé aussi des obstacles de la désinformation. Est-ce qu'il y a d'autres obstacles à la vaccination que vous voyez en dehors de la désinformation? Est-ce que le manque de temps, le manque d'accès?
Oui, effectivement. Je pense que vraiment la désinformation est devenue l'obstacle principal, mais c'est sûr que la logistique également est un obstacle. Puis je dirais même c'est l'absence de motivation en fin de compte. Probablement qu'il y a aussi ce facteur-là, c'est que on a tous maintenant des modes de vie très chargés et comment prioriser un peu la vaccination dans un calendrier qui est déjà bien chargé, c'est pas facile. Et que je pense que pour prioriser cette vaccination, il faut être conscient de son importance. Et à partir du moment où le parent a pris conscience de l'importance de vacciner son enfant et surtout, je dirais, l'importance de le vacciner sans retard. Parce qu'on parle beaucoup de la vaccination, mais un des problèmes majeurs également de la vaccination, c'est le retard à la vaccination. Puis le retard, c'est pas simplement un retard parce qu'il faut suivre des règles ou suivre des calendriers, parce que faut simplement respecter les règles. C'est pas ça. C'est que s'il y a un calendrier de vaccination, c'est qu'il a été établi en fonction des besoins de l'enfant. Je prends juste un exemple. On vaccine l'enfant dès 2 mois contre la coqueluche. C'est parce que la coqueluche, c'est très grave pour les très jeunes nourrissons. Entre 2 et 4 mois. Et donc, vacciner à 6 mois contre la coqueluche, c'est trop tard parce que les risques principaux liés à la coqueluche, ils sont avant 6 mois. C'est un peu la même chose pour les méningites à pneumocoque, c'est un petit peu la même chose pour les méningites à méningocoque. Il y a vraiment un calendrier qui est fait pour protéger l'enfant au moment où il a besoin d'être protégé. Et donc, c'est sûr que, comme il ne faut pas prendre de retard à la vaccination, il faut être conscient de son importance et il faut être conscient que il faut le prioriser dans son calendrier, dans ce qu'on a à faire. Et c'est sûr que il faut prendre le rendez-vous, il faut aller porter son enfant. C'est pas facile quand on a un calendrier chargé, mais si on est conscient que c'est important et puis qu'on veut éviter les retards, parce qu'on veut protéger son enfant vraiment au moment où il en a besoin, là à ce moment-là c'est plus facile de se motiver puis de se mettre en action pour aller vers la vaccination de son enfant. Mais ça demande un certain nombre de connaissances. Ça demande un certain nombre de connaissances pour se motiver justement à cette vaccination. Oui. Professeur Trottier, est-ce qu'il y a un calendrier aussi pour la vaccination contre le virus du papillome humain? Oui, absolument. Donc, le meilleur moment pour l'administrer, en fait, c'est qu'on veut prévenir. Le vaccin VPH, il est prophylactique. C'est ce qui veut dire qu'il faut l'administrer avant d'avoir été en contact avec le virus pour qu'il protège, en fait, le virus d'entrer dans les cellules. Donc, c'est extrêmement important de vacciner avant le début des relations sexuelles. Par ailleurs, on a fait des études qui ont montré que la réaction immunitaire au virus, elle est de loin meilleure quand on est très jeune. Donc, c'est pour ça que les calendriers, dépendamment des provinces encore là, mais c'est toujours effectué chez les jeunes autour de 9, 10, 11 ans, mais c'est pour s'assurer que dans les années qui vont venir, quand il y aura l'initiation des relations sexuelles, que les gens seront protégés. Donc, effectivement, c'est très important de respecter les calendriers. Donc, c'est là où le bénéfice est le plus grand, en fait, là. Oui. Docteur Gagnon, vous avez développé la stratégie Promovac. Ça, c'est de l'information individualisée pour les nouveaux parents. Expliquez-nous un petit peu ce que c'est que cet entretien motivationnel en maternité. EMI, c'est un programme qui est aujourd'hui implanté dans toutes les maternités québécoises et qui connaît un beau succès. Oui, en tant que pédiatre, j'ai été souvent confronté à des parents où je me rendais vraiment compte qu'il y avait vraiment un manque d'information. Puis j'avais également eu une expérience comme intensiviste un petit peu désastreuse d'avoir à soigner un nourrisson de 6 mois qui malheureusement est décédé d'une méningite à pneumocoque. Puis quand j'avais essayé de comprendre pourquoi la maman n'avait pas procédé à la vaccination, sans la culpabiliser bien sûr, mais je me suis aperçu que la maman m'a simplement répondu, je savais pas, en fin de compte, je savais pas qu'il fallait donner le vaccin à 2 mois, je savais pas qu'il y avait le vaccin, je savais pas qu'il y avait la méningite, j'étais pas au courant, en fin de compte. Puis elle avait décalé le vaccin parce que son enfant avait un rhume, puis elle s'était dit, je ferai ça plus tard. Et donc là, je m'étais dit, c'est quand même assez extraordinaire au XXIe siècle, avec tous les moyens modernes de technicité, de soins qu'on a, qu'on n'a pas été capable de sauver cet enfant, alors que simplement une simple information à la maman donnée au bon moment aurait sauvé la vie de cet enfant. Donc à partir de là, je me suis questionné sur comment est-ce que je pouvais apporter, avec mes études, comment on pouvait apporter une solution à ce manque d'information chez les parents, à ce manque de connaissances. Et donc j'ai proposé de réaliser à la maternité, à la naissance de l'enfant, des séances d'information pour les parents, mais plutôt que d'aller dire aux parents quoi faire, je me suis plutôt mis dans une position de répondre vraiment à leurs besoins
Et c'est là que j'ai utilisé une approche développée par les psychologues qui s'appelle l'entretien motivationnel, qui est une approche humaniste, en fin de compte, qui est d'aider la personne à trouver sa propre motivation à faire quelque chose. Et donc, l'idée, ça a été de répondre aux questions des parents, puis d'aider les parents à prendre leurs propres décisions par rapport à la vaccination de leur enfant, mais en répondant aux questionnements qu'ils ont, puis en leur donnant l'information qui font du sens pour eux. Donc c'est comme ça qu'est née un petit peu la stratégie Promovac, qui a montré que ça fonctionnait très 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 bien. On avait un taux de satisfaction des parents à 97%, c'était assez fantastique. Et surtout, on a montré qu'on améliorait leur intention de vacciner, on améliorait leur connaissance sur la vaccination, et surtout on résolvait ce processus décisionnel, et puis on retirait un peu toute cette anxiété par rapport à toute cette désinformation, on clarifiait un petit peu les choses. Donc c'est devenu un programme de santé publique. Effectivement, le programme EMI, c'est là que maintenant, dans toutes les maternités au Québec, il y a des conseillers en vaccination, donc ils sont formés à l'entretien motivationnel, mais qui sont également formés en immunisation. C'est quand même des experts en immunisation qui sont capables de répondre à toutes les questions des parents, qui rencontrent tous les parents à la naissance de l'enfant. Et on a observé, maintenant ce programme a été implanté depuis 5 ans déjà au Québec, et on a vraiment observé un impact très significatif. Nous, on a fait une étude sur la première année d'implantation et on s'est aperçu qu'on modifiait de façon très significative les connaissances des parents sur les vaccins, leur intention de vacciner, on réduisait leur hésitation et ça s'est traduit dans les chiffres par une amélioration de près de 10% de la couverture vaccinale pour les enfants de 0 à 2 ans, avec et surtout une diminution des retards vaccinaux. Donc, on a vraiment montré que simplement donner de l'information individualisée, qui répond aux besoins du parent, l'aide vraiment dans sa décision. Oui, ça se passe dans les maternités. Professeur Trottier, mettre les vaccins à l'agenda des parents, est-ce que c'est plus simple si ça se passe à l'école? Ben, je pense que oui. Tu sais, pour être une maman aussi de 3 enfants, là, c'est très. On a des horaires extrêmement chargés, donc c'est sûr d'avoir un programme structuré, ça l'aide énormément. Bon, là, c'est sûr quand on parle d'un enfant de 2 mois, on peut pas le faire à l'école, mais c'est très très important. Puis j'aimerais dire un gros merci à Dr. Gagnard pour ce genre d'approche là, parce que c'est important qu'on en parle, c'est important qu'on comprenne bien les bénéfices de la vaccination, puis ça sauve des vies là. C'est pas bénin, ça sauve carrément des vies. Puis j'aimerais peut-être juste rajouter l'argument aussi que la vaccination, il y a un bénéfice individuel pour des enfants avec la coqueluche à l'âge de 2 mois aussi. Mais tu sais que un enfant plus vieux ou qu'un parent se fasse vacciner pour la coqueluche, on s'entend que la coqueluche, pour nous, un adulte, c'est pas le fun, non. C'est pas du tout le fun d'avoir ça, mais on va s'en tirer sans mourir. Donc, il faut voir aussi l'importance, en fait, de la vaccination d'un point de vue plus populationnel, ou le bénéfice qu'on va donner justement à notre enfant, à nos parents vieillissants. Donc, tu sais, il faut le voir aussi dans un contexte pas seulement individuel de la vaccination. Puis encore là, on a beaucoup critiqué plein de vaccins, comme entre autres la varicelle. Tu sais, c'est sûr que ça reste relativement bénin avoir une varicelle quand on est jeune. Mais le bénéfice, en fait, de la vaccination, c'est pas tant pour la varicelle chez les enfants, ça, c'est plus pour protéger pour le zona quand on arrive à des âges très avancés. Donc, tu sais, il faut voir, c'est ça. Tu sais, comme expert, c'est sûr qu'on a plein de données, nous, on juge que c'est vraiment pas des choses bénines. Donc, c'est ça. Il n'y a pas juste le bénéfice individuel non plus à considérer quand on parle de vaccination. Oui, professeur Gagnard, rappelez-nous le calendrier de vaccination des parents. Souvent, on entend les parents nous dire, autour de moi, là, me dire, mes parents amis, il y a beaucoup de vaccins pour les enfants très petits, ça fait beaucoup. Rappelez-nous un petit peu le nombre de vaccins, puis lesquels on doit aller chercher ou on pourrait aller chercher. Pour les adultes, c'est un peu compliqué parce que ça dépend un petit peu de... Pour les enfants. Pour les enfants, oui, pour les petits. La vaccination commence à 2 mois, pardon. Et ce qui est vraiment important de comprendre, c'est que la vaccination à 2 mois, elle est vraiment très importante pour plusieurs maladies. Donc, je l'ai dit, la coqueluche. On fait également le vaccin rotavirus contre la gastro-entérite. Ça aussi, c'est important de bien vacciner dès 2 mois parce que les gastro-entérites les plus sévères sont chez les enfants les plus jeunes qui sont les plus à risque de déshydratation. Également, dans le vaccin coqueluche qui contient 6 maladies contre 6 maladies,
on va vacciner également contre une maladie qui s'appelle l'Haemophilus influenza type B. C'est un peu compliqué, mais avant les années 90, donc il y a une trentaine d'années, c'était la bactérie qui était responsable des principales méningites de l'enfant. Et depuis qu'on a introduit ce vaccin-là dans les années 90, les méningites à cette bactérie-là ont complètement disparu, quasiment disparu. Il reste peut-être 1 ou 2 cas isolés de temps en temps chez des enfants non vaccinés, mais ça a quasiment complètement disparu. Et ces méningites surviennent surtout chez les tout petits nourrissons. C'est la même chose pour le pneumocoque, qui est une autre bactérie qui donne des méningites, des septicémies, des infections très graves. Ces infections surviennent surtout dans les premiers mois de vie. Donc c'est pour ça que le premier vaccin est donné à 2 mois et qu'il faut le faire sans retard, avec une dose de rappel à 4 mois pour ces maladies-là. C'est sûr que, par exemple, le vaccin hexavalent, on vaccine également contre l'hépatite B dans ce vaccin-là. Les risques pour le nouveau-né, le nourrisson, sont moins évidents, mais faire des vaccins regroupés, ça permet de diminuer les doses de vaccins, diminuer les piqûres qu'on fait aux enfants. Et donc, pour une meilleure tolérance et une meilleure acceptabilité du calendrier de vaccination, c'est beaucoup plus pratique d'avoir des vaccins regroupés. Mais c'est essentiellement pour ces maladies-là, comme je viens de dire, la pneumocoque, coqueluche, hémophilus, qu'il faut vacciner vraiment sans retard. Oui. À l'âge de 1 an également, il faut vacciner contre la rougeole, oreillon, rubéole, varicelle, et le méningocoque également. La rougeole, c'est intéressant également. On parlait au début de l'émission des retards vaccinaux qui ont été dus un petit peu à la pandémie. Et donc, effectivement, il y a eu, on en a parlé, vraiment, le système de santé a été très ébranlé par cette pandémie, a été beaucoup sollicité, et il y a eu des retards dans les vaccinations. Et la rougeole, les retards de vaccination rougeole, c'est quelque chose qui est vraiment fondamental parce que on commence à revoir à nouveau des petites éclosions d'épidémies de rougeole au Québec, Oui. comme vous l'avez vu il y a quelques années. Et dès qu'on voit que la couverture vaccinale contre la rougeole baisse un petit peu, qu'il y a des retards de vaccination, il y a des épidémies qui réapparaissent de rougeole. C'est très très rapide. C'est vraiment très très rapide. Donc ça montre bien que les retards de vaccination sont vraiment à prendre en considération et que dès qu'on baisse la garde, les maladies réapparaissent. Oui. Et souvent, quand j'entends moi des parents qui me disent les maladies ont disparu, ça ne sert plus à rien de vacciner, il y a un exemple assez récent, assez concret, qui est la diphtérie. La diphtérie, plus personne ne connaît la diphtérie. C'est une maladie des grands-parents, arrière-grands-parents. C'était une des principales causes de mortalité chez les enfants il y a 100 ans, c'est sûr, donc c'est très très vieux. Et pourquoi on vaccine toujours contre la diphtérie? Puis j'ai souvent ces questions-là. Et on a un très bel exemple avec dans les années 90-2000, avec la dissolution de l'URSS, de la Russie. Quand il y a eu la chute du mur de Berlin, quand l'Union soviétique a été dissolue et est devenue la Russie, le système de santé a un peu implosé et pendant plusieurs années, il n'y avait plus de vaccination qui se passait en Russie, en Ukraine, etc. Et en quelques années, il y a eu des dizaines de milliers de cas de diphtérie et il y a eu des milliers de morts de diphtérie en Russie, qui a amené à reprendre en urgence un programme de vaccination contre la diphtérie. Et vous voyez, c'était quasiment dans les années 2000, donc c'était juste hier. Donc la diphtérie n'a pas disparu, elle est toujours là, même si on pensait que ça avait complètement disparu. Et ça montre bien que dès qu'on arrête la vaccination, les maladies reviennent, les bactéries, les virus circulent toujours, et ça, c'est un problème. Donc il faut vraiment avoir ça. Être vigilant, oui, être vigilant. Oui. Ça. Oui. Professeur Trottier, qu'est-ce qu'on donne à l'école, rapidement? Dans les programmes de vaccination, donc l'hépatite VPH, donc en 4e année de primaire. Donc ce sont essentiellement les virus, mais il y a des programmes aussi tétanos, ce genre de choses-là de rappel qui sont faits par les infirmières dans le programme, encore là, dépendamment des provinces. Mais donc il y a plusieurs vaccins comme ceux-là qui sont administrés, qui facilitent la vie. Oui, qui facilitent la vie, je pense aux parents, effectivement. Oui. Professeur Gagnon, je vais finir avec vous. Alors, vous avez un autre projet qui démarre maintenant, qui vient de démarrer en novembre, du nom de Mycovac, à destination de tous les parents canadiens. Racontez-nous rapidement. Oui.
Écoutez, devant le succès du programme EMI en maternité, là, on voit vraiment qu'on a répondu à un besoin de la population client. L'idée est venue d'étendre le programme à tous les parents au Canada qui ont des questions sur la vaccination de leur enfant. Donc pas seulement le nouveau-né, mais pour les vaccins de rattrapage, les vaccins de rappel, le vaccin VPH par exemple. Donc tout parent qui se pose des questions sur la vaccination de son enfant peut avoir accès à un conseiller en vaccination qui a reçu, comme pour le programme EMI, une formation en entretien motivationnel. Donc il va être capable de recevoir les questionnements des parents, recevoir l'hésitation du parent sans aucun jugement. Et il va être capable de répondre aux questions des parents sur n'importe quel vaccin pour lequel le parent a des questions et pour lui donner toutes les informations dont il a besoin pour prendre sa propre décision pour vacciner. C'est un programme qui est entièrement gratuit. Il suffit de prendre rendez-vous. C'est une consultation en virtuel par une plateforme virtuelle de consultation de télésanté. Donc le parent peut prendre un rendez-vous à l'heure qui lui convient, le jour qui lui convient. Il faut aller sur la plateforme Canvax, qui est la ressource canadienne sur la vaccination. C'est un site internet qui est disponible en ligne. Il y a un QR code, ou alors il y a des affiches dans les écoles également. On a envoyé des lettres d'information dans toutes les écoles au Canada. Donc normalement, les écoles ont dû relayer l'information à tous les parents avec un poster, avec un QR code qui amène directement sur le site pour prendre son rendez-vous. Et ainsi, tous les parents au Canada peuvent prendre un rendez-vous avec un conseiller en vaccination et poser toutes les questions qu'ils veulent sur la vaccination de leur enfant. Ce qui permet, on espère, de répondre à ce manque de connaissances, à ce flou de désinformation ou ces parents qui se sentent un peu perdus, d'avoir quelqu'un qui va les écouter avec empathie, avec compréhension et qui va leur donner des informations validées scientifiquement, en toute honnêteté, en toute transparence, et qui laissera les parents prendre leurs décisions par rapport à ces informations qu'ils auront reçues. Voilà, c'est un outil de plus donc pour les parents. Donc, si vous voulez, c'est sur le site de Canvax. Et oui. Dans les écoles, ça sera affiché, il y aura des affiches. Donc, vous pourrez en parler à vos professeurs quand les professeurs seront de retour à l'école. Donc, merci beaucoup. On était en compagnie du docteur Arnaud Gagnard, pédiatre et chercheur à la faculté de médecine de l'Université de Sherbrooke et aussi de la professeure Hélène Trottier, épidémiologiste et professeure titulaire au département de médecine sociale et préventive de l'Université de Montréal. Merci à tous les deux. Merci. Un grand plaisir. Merci. Voilà, c'est tout pour cette semaine. À la régie, Daniel Fortin. À la recherche cette semaine et la réalisation et au micro, Isabelle Burguin. Je vote pour la science est une production de l'agence Science Presse avec Radio VM. Réécoutez l'émission, partagez-la. Visitez aussi la page de l'émission sur le site de l'agence Science Presse pour mieux connaître les dessous des outils pour les parents sur la vaccination. Donc passez tous une belle semaine à notre antenne. Jin Jiahua est un chercheur typique de ceux pour qui les progrès de